Saccalinité, pharmacon, saccalinité, rétention tertiaire, organologie, négantropologie. Le titre de l'intervention, donc la forme numérique de l'idéologie et l'avenir du langage, que, bon, je ne sais pas si j'aurai le temps d'aller jusque-là, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis ici. Et surtout un sous-titre de la tension entre philosophie et politique, c'est disons, l'enjeu de cette intervention. Alors, quand dans l'idéologie allemande, Marx et Engels ont remanié le concept d'idéologie dans une perspective critique, leur but était double. D'abord, de produire une arme philosophique contre l'idéalisme, assumé ou naïvement reconduit de leurs contemporains, mais aussi, comme un coup double, de rendre possible un discours à visée politique contre le capitalisme, qui fonde principalement sa force de domination sur les illusions que les discours idéalistes entretiennent. En ce sens, de manière exemplaire, le concept d'idéologie à la fois révèle les enjeux politiques des problèmes philosophiques les plus abstraits, et surtout, il appelle le philosophe à prendre ses responsabilités critiques, c'est-à-dire plus directement à transformer le monde. C'est à cet appel qu'a répondu à différents degrés et sous des noms variés ce que nous pourrions rassembler sous le genre pensée marxiste, et qui consiste donc en partie à situer l'enjeu politique au cœur du questionnement philosophique, afin de renverser ou renouveler fondamentalement ce questionnement, quitte à prendre le risque que le philosophique ne s'en relève pas. L'héritage marxiste peut être interrogé en reprenant donc le fil conducteur du concept d'idéologie. Ici, le travail à mener est inévitablement risqué parce que les corpus en jeu sont immenses. Je partirai donc plutôt d'une intuition. La pensée de Marx manque d'une théorie du langage robuste pour que le concept d'idéologie reste pertinent, face d'une part à ce qui a été appelé le tournant linguistique, et d'autre part à un autre niveau, ce qui, à partir des apports de la linguistique, a été appelé le structuralisme. Dans les deux cas, il s'agit de rabattre l'examen critique des idées sur l'analyse des énoncés ou des éléments signifiants, ce que Marx aurait donc trop peu approfondi. En effet, Marx et Engels, avec le concept d'idéologie, ramènent l'examen critique des idées au niveau des conditions historiques de leur production. Il faut partir des individus réels en tant qu'ils s'inscrivent dans des rapports sociaux et économiques déterminés historiquement pour expliquer la formation de leurs idées et leurs paroles. En ce sens, la critique des idées de l'idéalisme consiste à démasquer leur fausse autonomie en situant leur fondement dans l'individu réel et non en elle-même. Or, le problème idéaliste revient. Qu'est-ce que, c'est-à-dire à quelle idée correspond l'individu réel ? Qu'est-ce que ce réel duquel il s'agirait de commencer pour tenir un discours non idéologique ? Ici, c'est l'interprétation du marxisme qui commence, et avec elle, le double risque de retomber dans l'idéalisme en donnant une idée du réel, la matière, la nature de l'homme, etc., ou à l'inverse, à sortir de la philosophie en renvoyant la détermination de cet individu réel aux sciences humaines. D'où une troisième voie, non pas renverser le fondement, mais s'en passer en ramenant tous les discours sur le fondement à un même plan, qui leur est immanent, le langage. Marx avait bien vu l'importance du langage dans la production des idées de l'idéalisme, que l'illusion de leur autonomie procède de leur circulation. Mais il avait rabattu la raison de cette production sur la logique de classe, socio-économiquement fondée sur la division du travail. En ce sens, l'intellectuel pris par les déterminations de sa condition bourgeoise est conduit à devenir un idéologue actif, producteur d'une phraséologie sans rapport avec la réalité, mais fonctionnant comme un discours dominant que les prolétaires répètent sans, par conséquent, pouvoir prendre conscience que ces mots participent au maintien d'un ordre social contraire à leur intérêt. Ainsi, la solution marxiste, pour ne plus parler la langue de l'idéologie, serait de produire une science des individus réels, en particulier les sciences humaines et sociales dès lors qu'elles se fondent méthodologiquement sur une logique de classe. Cette solution sera en quelque sorte et différemment radicalisée par Althusser et Foucault, qui en ce sens s'accordent à Marx que la critique de l'idéologie implique de sortir d'un discours uniquement philosophique, tout en gardant une distance critique envers l'empirisme scientifique. Mais ce qu'il faut avant tout comprendre est l'importance qu'a jouée la théorie du langage. Avec elle, il devient possible d'expliquer la force de l'idéologie à partir du langage lui-même. Un autre niveau que celui socio-économique ou historique s'avère alors capable de rendre compte du phénomène idéologique. Par là, aucune science, même marxiste, aucune langue, même purement prolétarienne, est exempte du risque de l'idéologie, puisque sa possibilité est intrinsèque au langage. Dès lors, le concept d'idéologie gagne une extension telle que sa détermination marxiste se trouve vidée de sa substance politique. Le risque est de perdre la dimension politique de la critique.
soit en l'abandonnant par une relativisation des idéologies entre elles, soit et donc en désindexant leur analyse d'une logique de domination pour en faire un outil purement épistémologique, soit en radicalisant la critique au point de rendre a priori impuissant tout discours sur le discours, conduisant à ce que d'aucuns auront qualifié de nihilisme. Bref, avec l'approfondissement de la question du langage, le concept d'idéologie n'est pas invalidé, au contraire, il gagne en extension, mais politiquement, il perd de sa puissance critique à transformer le réel. Et philosophiquement, c'est la philosophie elle-même qui perd sa légitimité à fonder le discours. Est-ce à dire que la critique marxiste a perdu de sa pertinence ? Non, mais qu'il est nécessaire soit de la doter d'une théorie du langage au risque d'abandonner la philosophie, et dans ce cas, est-ce encore être héritier de Marx, soit, entre autres, de proposer une quatrième voie critique envers la théorie du langage, révélant une nouvelle possibilité pour la philosophie critique de penser le fondement. Cette quatrième voie est celle que Laruelle, par exemple, a appelée philosophie de la différence, dont Deleuze et Derrida en sont les représentants dans le moment qui nous intéresse. Du point de vue marxiste, l'enjeu pour eux est de produire une philosophie critique qui, plutôt que de rabattre l'idéologique sur des structures, l'État, les institutions, les appareils, ou des faits, la division du travail, le langage, etc., cherche à prendre au sérieux sa nature suprasensible, ainsi que la nomme Marx, afin d'en comprendre la force intrinsèque, c'est-à-dire la nature de la marchandise en tant qu'elle est dotée d'une valeur autonome, et qui correspond à la nature de l'idée en tant que réalité dotée d'un sens autonome. Il s'agira du virtuel chez Deleuze et du spectral chez Derrida. Par là, la philosophie retrouve sa puissance critique. Mais qu'en est-il politiquement ? Car, afin de prendre en compte les apports du structuralisme et plus largement de la théorie du langage et du sens, Deleuze et Derrida ont aussi été amenés à focaliser l'analyse sur la logique du langage, conduisant à élargir le champ de la critique au risque d'un abandon de sa dimension directement politique, avec ce que Deleuze a appelé la bêtise, et Derrida dit en un seul mot qu'il faudrait donc encore déconstruire, le logocentrisme. Toutefois, une cinquième voie peut être envisagée, qui serait à même de renouer avec la tension politico-philosophique que le concept d'idéologie avait chez Marx et Engels. La fonction de révéler donc est d'intensifier. Il s'agit d'opérer, après la philosophie du langage, un nouveau tournant, en poursuivant le travail critique des philosophies de la différence, qui auront poussé sa logique jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'aux limites poétiques du sens, mais en retrouvant l'importance de la science en tant qu'elle permet l'analyse d'un fondement réel. Ce tournant est celui de la philosophie de la technique. La technique en tant que support matériel du langage et principe explicatif de sa force. Cette voie est, je crois, celle qu'explore principalement Bernard Stiegler, et en ce sens, la reconceptualisation de l'idéologie, opérée dans Pharmacologie du Front National, en particulier, permettrait de comprendre en quoi et comment la philosophie de Bernard donc, actualise la conception marxienne de la critique telle que nous l'avons caractérisée, à savoir comme mise en tension du politique et du philosophique. L'explicitation de cette tension, dont nous aurons pu ressentir l'intensité ici même l'année dernière, cette explicitation donc permettrait de préciser le sens que peut encore avoir aujourd'hui une philosophie critique, elle-même de plus en plus abandonnée au profit de l'analyse et du réel. Et surtout, une telle explicitation viserait à réinterpréter pour aujourd'hui la prétention politique de la philosophie à vouloir transformer le monde, en tant que l'Anthropocène nous impose d'interroger nouvellement autant ce que signifie monde que ce que signifie transformer. Mais ce n'est pas là l'objectif de mon intervention. Cette explicitation n'en est que l'horizon. Mon but sera plus modestement, mais si j'ai le temps d'arriver jusque-là, d'interroger la question du langage dans cette cinquième voie. Mais préalablement, il me faut préciser comment il est possible de penser le lien entre langage et idéologie. Pour cela, je vais commencer par me servir des analyses du célèbre linguiste allemand Klemperer, parce qu'il est le premier à avoir mis concrètement en évidence, par la description minutieuse de l'implantation dans la langue allemande de l'idéologie nazie, la manière dont l'idéologie trouve sa force en transformant la langue. 3 éléments de réflexion peuvent être tirés de ces analyses. Premièrement, conformément à son sens le plus immédiat, l'idéologie consiste en une propagande. Par la rhétorique, il est possible de faire croire en des mensonges. Mais plus efficacement, la propagande peut aussi prendre une forme qui pourrait être qualifiée de disciplinaire et résidant en 2 principes, faire taire et faire répéter. Or, Klemperer remarque que l'idée promue par l'idéologie nécessite plus qu'une croyance. Il faut provoquer l'adhésion. Et pour cela, il faut la véhiculer en deçà du rapport rationnel aux énoncés.
Il faut modifier l'usage de la langue afin que les manières de dire correspondent à ce que l'idée veut dire. Deuxième point, l'idéologie transforme la langue en modifiant le vocabulaire et la syntaxe, en inventant de nouveaux mots, de nouvelles expressions et façons de parler. Mais, et c'est là l'important, toujours dans le but d'un appauvrissement de la langue, c'est-à-dire en vue de réduire les occasions et les moyens d'interroger le sens de ce qui est dit, afin que l'adhésion soit plus efficace. Plus précisément encore, Klemperer repère deux stratégies de réduction. D'abord, que le sens de la langue passe davantage par le sentiment et des formes sémantiques ancrées dans les habitudes, ce qui est possible en jouant sur la musicalité et les images. Sur ce point, il remarque l'avancée des États-Unis au moment de la Deuxième Guerre mondiale grâce au fort développement des techniques publicitaires. Deuxième chose, l'autre stratégie est de produire des confusions en utilisant des termes équivoques mais de manière univoque, afin de déproblématiser le langage, de le rendre non seulement moins compliqué, plus facile à utiliser, mais aussi moins complexe, c'est-à-dire plus clair, plus évident. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette transformation de la langue se joue à un niveau pré-réflexif, tel que la langue est utilisée dans le cours de l'existence, presque malgré nous, automatiquement. À ce niveau-là, dit Klemperer, je le cite, « Ma langue ne se contente pas de poétiser et de penser à ma place, elle dirige aussi mes sentiments. Elle régit tout mon être moral, d'autant plus naturellement que je m'en remets inconsciemment à elle. » C'est en ce sens fondamental que l'adhésion idéologique se produit, par, il dit aussi souvent, aveuglement, comme donc automatiquement, par adaptation imperceptible à un milieu fait de discussions entre collègues, d'échanges cordiaux dans la rue, de lecture des journaux, d'écoute de la radio. Nous comprenons par là que l'inscription de la force de l'idéologie procède de la force du langage, en tant qu'il est constitutif de la vie quotidienne, et que les manières de penser correspondent à l'usage quotidien de la langue. Nous comprenons également que ce milieu langagier s'incarne donc dans des habitudes, des relations, des situations, des objets, qui eux-mêmes supposent une certaine matérialité. L'analyse linguistique de l'idéologie amène donc Klemperer à se poser la question de son extension, comme si sa description de la langue comme support de l'idéologie débordait des seuls mots et des seuls discours. Je le cite, « La question de la délimitation de la LTI, la langue idéologique nazie, donc la question de la délimitation de la LTI m'a constamment préoccupé. » Et conséquemment, donc, voilà l'intérêt principal du texte de Klemperer pour notre propos. Troisième point, je le cite, « L'abréviation moderne s'instaure partout où l'on technicise. » Par abréviation, il faut comprendre la réduction des potentialités du langage que nous avons précédemment décrites. Or, avec cette phrase, Klemperer ouvre la question de l'idéologie dans le langage sur un autre niveau, celui de la technique. En ce sens, il trouve le moyen de rendre compte de l'extension de l'idéologie par ce qui, en deçà du langage, rend possible sa circulation. Il n'approfondit pas plus avant cette idée, puisqu'il sortirait du champ purement linguistique de son analyse. Mais c'est donc à son bord qu'il discerne le problème méthodologique, pour ne pas dire philosophique, qu'il rencontre. C'est à partir de ce problème que nous devons mener notre réflexion. Si l'idéologie trouve sa force dans le langage, et si la force du langage n'est compréhensible qu'en prenant en compte le fait que la langue consiste en un milieu langagier dont la condition de possibilité est le milieu technique, alors cela signifie que l'analyse doit se porter sur le milieu technique, mais aussi, avant cela, que la force de l'idéologie n'est plus seulement imputable au langage lui-même. Or, cela implique une lourde conséquence quant au concept d'idéologie. L'idéologie n'est pas nécessairement le fait de la volonté d'un ou de plusieurs hommes qui propagent un discours, comme le pense Klemperer, confronté à l'idéologie totalitaire. Mais cette idéologie doit d'abord être comprise comme la possibilité d'un milieu technique en lui-même impersonnel. Nous retrouvons ici une interprétation possible de Marx qui consiste à lire l'idéologie allemande à partir du Capital, c'est-à-dire à comprendre l'idéologie à partir du fétichisme. L'analyse du fétichisme de la marchandise révèle une sorte d'idéologie, telle que, mot que Marx n'utilise plus dans le Capital, une sorte d'idéologie du marché qui émane des marchandises elles-mêmes, et non d'un discours spécifique. En effet, le caractère fétiche de la marchandise provient de leur circulation, comme le caractère idéologique d'une idée, dans l'idéologie allemande, peut s'expliquer par l'échange et la circulation des mots inhérentes au fait du langage. Il y a, avec le milieu marchand où s'échangent les biens, un effet d'auto-engendrement de la valeur, les dotant d'une dimension suprasensible, indépendante de leur production humaine. Ainsi, tout objet, dès lors que sont occultées les conditions de sa production au profit de son caractère échangeable, apparaît pour une part
comme ayant une réalité autonome. Sans auteur identifiable et pourtant possédant un nom et un prix, le situant par rapport à d'autres objets, comme si ce nom et ce prix lui venaient de ces autres, automatiquement, naturellement, en l'absence des hommes. En ce sens, la forme marchande de l'idéologie, à la différence de la forme totalitaire, par exemple, n'est pas directement le versant symbolique d'un pouvoir répressif. Son discours n'est pas celui d'un appareil d'État qui viserait à imposer sa structure, mais il est comme auto-engendré par ce qui fonde la nature de la marchandise, sa valeur d'échange. Cependant, comment expliquer cette danse de la marchandise, qui est auto-engendrement de la dimension suprasensible de la valeur? Qu'est-ce qui, matériellement, est au principe de l'autonomisation de la valeur? C'est ici que la philosophie de la technique s'avère à même de prolonger la conception de Marx. Elle permet de saisir le caractère impersonnel de l'idéologie marchande et de penser une idéologie matérialisée en tant que l'idéalité du suprasensible n'est pas mystérieuse, mais bien incarnée et rendue possible technologiquement. Cette approche techniciste de l'idéologie s'inscrit dans les reconceptualisations de l'idéologie qui, après Marx, n'ont plus cherché à comprendre l'idéologie comme un effet seulement superstructurel, mais dans l'infrastructurel lui-même. Plus précisément, ce déplacement de l'idéologique le situe, selon les auteurs, dans les désirs, chez Deleuze, dans les images et les relations sociales, chez Debord, dans les pratiques, chez Althusser, ou, comme nous l'avons vu, dans la langue, chez Klemperer. Or, l'intérêt de l'approche par la technique est qu'elle apparaît, si j'ose dire, comme l'infrastructure de l'infrastructure, c'est-à-dire comme condition de possibilité fondamentale. En effet, il ne suffit plus de dire que l'idéologie passe par les désirs, les pratiques, les langages, etc. Il faut encore dire que les désirs, les langages, etc. passent par la technique. Car, plus généralement, toute production signifiante implique un support technique, puisque la technique est ce qui assure la répétition de l'identique, condition matérielle du signe. Résumons. La forme marchande de l'idéologie se caractérise comme milieu idéologique. Dire que l'idéologie peut consister en un milieu signifie que le type de pouvoir auquel elle correspond peut prendre d'autres formes que celui surplombant, religieux ou politique, visant la coercition du langage ou son instrumentalisation, c'est-à-dire à discipliner les esprits en commandant le mouvement de la parole. Le pouvoir idéologique peut aussi se manifester indépendamment de toute instance de pouvoir. Il peut être un effet immanent au rapport entre les individus et les choses. Un pouvoir sans transcendance, sans arché, un pouvoir qui ne serait constitué que d'effets de pouvoir, effectifs mais exercés par personne, un pouvoir autonome et impersonnel, automatisé. Il est évident que la radicalité d'une telle définition de l'idéologie risque de rendre l'analyse aveugle aux rapports de domination qui persistent dans le monde marchand. Mais d'un point de vue méthodologique, cela nous permettra de conserver le concept d'idéologie à l'heure où est annoncée de toutes parts la fin des idéologies, sans que ni ceux qui s'en réjouissent, ni ceux qui en dénoncent les mensonges ne cherchent à en saisir la profonde transformation. D'autre part, la philosophie de la technique nous donne les armes pour penser cette transformation de l'idéologie matérialisée, puisque l'autonomisation au principe de l'idéalisation des mots et de la fétichisation des marchandises n'est compréhensible qu'à partir des supports techniques, en tant qu'ils sont la condition matérielle de possibilité de l'autonomie des signes. Toutefois, il nous reste encore à utiliser la notion de technique dans une perspective critique, c'est-à-dire en vue d'une conceptualisation de ce qu'il peut y avoir de techniquement idéologique dans la production des signes. Ou dit autrement, comment expliquer que la technique, en tant que support du langage, et plus généralement des signes, conditionne la forme de l'idéologie? C'est en comprenant comment l'idéologie passe aussi, et avec plus de force encore, par un certain rapport rationnel à la langue, que nous pourrons saisir en quoi l'idéologie trouve son fondement dans le conditionnement technique du langage. L'enjeu étant ici de préciser ce que peut être un rapport rationnel à la langue, et sur ce point, c'est le sens même du philosophique qui se trouve embarqué dans la définition de l'idéologique. Hannah Arendt, dans le chapitre « Idéologie et terreur » du 3e tome des origines du totalitarisme, montre que ce qui fait la force de l'idéologie, ce n'est pas l'idée en tant que telle, ni même l'infrastructure au fondement de sa production, mais c'est la logique de son déploiement. Le propre de l'idéologie totalitaire, qui pour Arendt révèle la nature profonde de toute idéologie, est le caractère foncièrement logique de son discours, c'est-à-dire jusqu'à un certain point fondé en raison et érigé en système rationnel. En ce sens, l'idéologisation des individus, pour Arendt, ne procède essentiellement ni de leur disciplinarisation subie, ni de leur adhésion aveugle, mais bien de leur réflexion.
Les analyses et déductions logiques qu'ils opèrent à partir de quelques prémices, dogmes, plus ou moins consciemment admis, je cite ici Arendt, la tyrannie du système logique commence avec la soumission de l'esprit à la logique comme processus sans fin sur lequel l'homme compte pour engendrer ses pensées. Une compréhension trop superficielle de ce que Arendt nomme ici logique risque de nous faire croire en creux qu'elle défend une position irrationaliste. Or, pour Arendt, le logique ne recouvre pas le rationnel. Ou plutôt, le logique dont il est question ici procède d'un certain type de rationalité, ou plutôt, ici, il s'agirait de dire que le logique, c'est un logique propice à l'idéologie. Il s'agit de ce que nous pourrions appeler la logique formelle, ou, dit plus précisément, une conception et un rapport au langage qui le réduit à sa dimension purement analytique, c'est-à-dire à un ensemble d'éléments signifiants a priori, strictement identifiables, distincts les uns des autres, absolument clairs, et donc à même d'enchaîner parfaitement les idées les unes aux autres. Or, l'idée selon laquelle le langage naturel, c'est-à-dire la langue telle que nous l'héritons d'une culture historiquement déterminée, est réductible à la pure analyse, est pour Arendt une erreur, si ce n'est un mensonge sur lequel prospère toute idéologie, car il en occulte la dimension irréductiblement ambiguë, l'obscurité intrinsèque à partir de laquelle de nouvelles pensées, de nouvelles manières de penser peuvent apparaître. Or, c'est précisément en approfondissant notre compréhension de ce caractère purement analytique que vise le langage idéologique que nous allons pouvoir comprendre son lien avec la question de la technique. Dans L'homme unidimensionnel, Herbert Marcuse thématise l'idée de langage analytique pour expliquer le fondement de l'idéologie du capitalisme et du communisme soviétique et montre en quoi cette forme particulière de langage sert d'abord les structures technologiques qui supportent et imposent cette idéologie. S'inscrivant dans la théorie critique de l'école de Francfort, Marcuse montre que dans les sociétés industrielles avancées, la technologie n'est plus un moyen de la domination, mais la domination elle-même, en tant qu'elle rationalise l'existence selon une certaine logique, cette logique s'inscrivant dans la langue. Je cite Marcuse, « Le langage reflète les contrôles, mais surtout il devient lui-même un instrument de contrôle, et cela au moment même où il ne transmet pas des ordres, mais simplement de l'information. » Je poursuis la citation, « Au moment où il fait appel au choix et non à l'obéissance, à la liberté et non à la soumission. Les gens ne le croient pas ou ne font pas attention à lui, et pourtant ils agissent en conséquence. » Fin de citation. Nous retrouvons ici la caractérisation du type d'idéologie qui nous intéresse, à savoir ce que nous avons appelé l'idéologie matérialisée, immanente à l'infrastructure langagière. Mais plus encore, je cite Marcuse, « l'idéologie est parvenue à s'incorporer dans le processus de production lui-même. » C'est-à-dire dans le système technique qui rend possible ce processus. Plus précisément, Marcuse montre comment la rationalité de ce système technique transforme la langue, ou dit plus directement la technicise, afin de la rendre compatible avec un fonctionnement d'ordre technique, c'est-à-dire afin que la langue devienne opérationnelle, un instrument parmi d'autres. Or, ce qui rend possible cette interopérabilité entre les objets techniques et le fonctionnement de la langue, c'est la rationalité analytique. En ce sens, au nom de cette interopérabilité entre la technique et la langue, celle-ci doit être normalisée, réduite à sa forme analytique, car par l'automatisation technique des échanges, il est possible de gagner en efficacité, le marché peut gagner en fluidité, en extension, et l'administration en précision. Marcuse qualifie cette normalisation du langage d'idéologique en ce que l'opérationnalisme est une conception non critique du langage, ce qui politiquement signifie qu'une telle normalisation tend à réduire la potentialité critique du langage, c'est-à-dire à faire que la langue ne puisse dire que ce qui est déjà là, étant purement affine au fonctionnement du système capitaliste, ou dit, selon l'esprit dialectique qui anime Marcuse, que la langue perd sa puissance de négation. La logique analytique que critique Marcuse, en tant qu'elle implique une tendance idéologique à réduire le langage à sa pure opérativité, est précisément ce sur quoi l'informatique se fonde. L'informatique est la technologie qui incarne l'idéal d'un langage purement analytique, et par là purement opératoire, en tant que l'ordinateur est le support matériel qui rend possible l'idéalité, le formalisme, du langage informatique. L'ordinateur, selon le modèle de la machine de Turing, qui en est à l'origine, permet la programmation matérielle d'opérations, ou plus exactement, en droit de toutes les opérations possibles. En un sens, le langage informatique, en tant qu'il doit être purement analytique, pour faire fonctionner l'ordinateur, correspond à un langage naturel réduit à sa dimension analytique, c'est-à-dire à une pure univocité. Univocité.
Le milieu technique devient un milieu technologique alors, puisque la technique concerne le langage lui-même. L'ordinateur, en tant que machine électronique, n'est pas qu'un support, il est un automatisme qui a la particularité de lire et d'écrire, mais seulement selon une logique analytique. En ce sens, avec l'ordinateur s'ouvre une nouvelle mutation de l'idéologie marchande, qui, après avoir intégré toutes les dimensions de l'existence, tend à rabattre ces dimensions sur le seul plan de l'analytique, c'est-à-dire en un ensemble d'informations lisibles par un algorithme. L'idéologie n'a plus besoin ni de discipliner, ni même de transformer les individus en support de diffusion, mais de normaliser leur langue et leur comportement, de sorte qu'ils soient réductibles à une somme d'informations traitables par une administration ou valorisables sur le marché. Cela signifie que ce ne sont plus les idées, les paroles, ni même les comportements pour eux-mêmes qui sont disciplinés ou contrôlés afin de participer à l'essor du marché, mais ce sont les moyens technologiques par lesquels les individus pensent, s'expriment et agissent qui normalisent leur existence à travers l'usage opérationnel qui en est fait. Par conséquent, avec la forme numérique de l'idéologie, la critique ne doit plus seulement consister à interroger les supports techniques en tant qu'ils sont la condition de possibilité de tout signe, par l'enregistrement et la diffusion, mais la critique doit les interroger en tant qu'ils normalisent le champ de ces possibilités, par le type de grammatisation et les possibilités d'automatisation que ces supports impliquent. C'est là la puissance de l'intuition critique de Marcuse. La logique analytique qu'il critique dans la forme opérationnaliste du langage est automatisée dans la technologie informatique. Marcuse identifie le fondement technique de l'idéologie dans la logique, mais n'a pas pu voir que grâce au calcul algorithmique, l'ordinateur en automatise les opérations. Or, ce point est important, car cela permet d'identifier la force propre à cette idéologie, à savoir la vitesse. Il faudra y revenir. Avant, il nous faut encore préciser en quoi l'analyse de Marcuse, et avec elle ce que nous appelons la forme numérique et algorithmique de l'idéologie, est bien une critique de l'idéologie. La critique ne se réduit pas à l'analyse. Elle est toujours en même temps révélation de ce qui n'est pas encore là, ouverture de possibilités oubliées, occultées ou à venir. Que cela signifie-t-il quant à la question de la technique ? La technique, en tant que son fonctionnement relève de la logique analytique, est-elle nécessairement un vecteur idéologique ? Le développement de la rationalité technologique conduit-il inévitablement à l'idéologisation des esprits ? Ou dit autrement, une pensée négative, comme dit Marcuse, non idéologique, de la technique est-elle possible ? Marcuse ne pose pas la question ainsi, et pourtant, ce point apparaît crucial pour pouvoir préciser le sens de la critique. En effet, le risque est de réduire la technique à un système formel, et en miroir, de réduire la logique à une mécanique de la langue. D'un côté, une conception purement mécaniste de la technique, et de l'autre, une pensée purement formaliste de la logique. Dans les deux cas, l'analytique est présupposée, puisqu'il s'agit de penser et la logique et la technique à partir de structures a priori dont les éléments sont identifiables partes extra partes. Et il n'est pas impossible que la critique de Marcuse repose sur une telle conception de la technique. Or, un objet technique n'est pas qu'un opérateur déterminé a priori. Autant le sens d'un énoncé n'est pas réductible au modèle explicatif S et P de la logique formelle, autant les usages possibles d'un objet technique ne sont pas réductibles au diagramme de rétroaction conçu par son inventeur. Le fonctionnement de la langue, comme celui de la machine, inclut toujours un jeu possible. L'idéal de l'univocité, comme celui de l'opérationnalisme, est critiquable en ce sens. Toutefois, cette critique, si, comme le montre Marcuse, elle doit d'abord viser la prétention hégémonique de la logique analytique, elle doit tout autant concerner le langage que la technique, afin que le rapport de l'un à l'autre se révèle plus complexe. Par là, une pensée non analytique de la technique permettrait de penser une dimension non idéologique du support technique. Une telle pensée ouvrirait la possibilité d'une actualisation de la critique de l'idéologie au sens de Marx pour sa forme numérique. Critique philosophique du formalisme analytique, qui tend à rabattre la question de la technique sur celle de la logique, et critique politique du discours idéologique sur la technique, en tant qu'il réduit la puissance du langage. Reste alors à demander ce qu'une telle critique implique quant à la philosophie elle-même. Puisque la philosophie passe par le langage, et que celui-ci risque toujours d'être normalisé par les systèmes techniques, il n'est pas étonnant que Marcuse affirme, à la suite de Marx, que la philosophie est essentiellement idéologie. Le caractère idéologique est le véritable destin de la philosophie. Mais, toujours en suivant Marx, je cite encore Marcuse, pourtant, dans son effort idéologique, la philosophie peut avoir une fonction thérapeutique. Elle peut montrer, je poursuis la citation, elle peut montrer la réalité telle qu'elle est, elle peut montrer ce que cette réalité empêche d'arriver à l'être. La tâche thérapeutique de la philosophie doit être une tâche politique.
Nous comprenons ici que cette tâche est possible en tant qu'un rapport non analytique, c'est-à-dire dialectique pour Marcuse, à la langue et à la philosophie, et par elle en négatif à la réalité, est entretenu. Mais qu'en est-il de la technique sur laquelle se fonde la possibilité de la langue et de la philosophie? Et lorsque Marcuse précise que, je le cite, « le processus de la rationalité technologique est un processus politique », faut-il en déduire que ce processus est celui de l'opérationnalisme, c'est-à-dire le processus contre lequel il faudrait lutter, et donc qu'il s'agirait d'y opposer un autre processus relevant d'une autre rationalité que la rationalité technologique? Il s'agit certainement pour Marcuse de promouvoir le processus historique de la rationalité dialectique, mais qui, encore une fois, risque d'exclure la question de la technique de la tâche politique. Bref, voilà la question à laquelle nous laisse Marcuse. La thérapeutique peut-elle passer par le technologique? Car si la technique est au fondement de l'idéologie, nous avons également compris qu'elle est au fondement du langage et de la philosophie, et par conséquent que la lutte politique contre l'idéologie semble contrainte à n'en passer ni par le langage, ni par la philosophie. Et c'est bien ce que Marx semble en avoir déduit, que la lutte prolétarienne consiste à agir, à prendre les armes plutôt que la plume, ou même la parole qui risque toujours de n'être que celle de l'idéologie. Et pourtant, la conceptualisation de l'idéologie a bien nécessité pour Marx d'en passer par la plume, de faire de l'idéologie, de faire de la philosophie, au risque de l'idéologie, d'interpréter Hegel. Alors, comment penser ce rapport entre technique et langage si, selon Marcuse, donc, la tâche thérapeutique de la philosophie doit être une tâche politique? C'est la vieille question marxiste du rôle des intellectuels que nous retrouvons ici, mais déplacée sur le terrain du rapport entre technique et langage. Dernier point, si j'ai encore un peu de temps. L'enjeu est donc de penser politiquement la technicité du langage critique et en retour d'envisager une méthode pour une philosophie non idéologique. Mon objectif, je le rappelle, était de tenir la tension entre philosophie et politique en intégrant au fondement de la question du langage celle de la technique. En guise de conclusion, je ferai deux remarques. D'abord, première remarque, il n'y a pas de théorie sans pratique théorique. Et c'est en interrogeant cette pratique qu'il est possible de comprendre l'idéologie intrinsèque à la pratique. Nous avions déjà compris que l'idéologie peut se loger autant dans la théorie que dans l'infrastructure, la langue et plus encore la technique, mais sans que nous ayons encore interrogé la pratique de la théorie. C'est la voie que Althusser a explorée en comprenant que l'enjeu de la philosophie critique réside moins en une nouvelle philosophie de la pratique qu'en une pratique nouvelle de la philosophie. Derrida, commentant Althusser, résume le problème. Je cite Derrida, « Où situer la bordure par laquelle la philosophie se déborde en se bordant elle-même » Ce qui est mis en question ici est le lieu de l'écart de la philosophie elle-même, où, critiquant son idéalisme intrinsèquement idéologique, elle aborde les limites du théorique. Mais c'est aussi où la philosophie interroge la légitimité de sa propre pratique pour elle-même, et en ce sens d'un point de vue politique, et non plus seulement depuis un point de vue méthodologique. Or, cette bordure où la pratique philosophique est mise en question touche directement celle de la langue philosophique et de son lien avec la technique. Exemplairement, Heidegger situe sa décision philosophique sur cette bordure, en débordant le théorétisme husserlien reconduisant à un idéalisme transcendantal, mais aussi contre la dialectique marxienne reconduisant à un idéalisme de la synthèse historique. Heidegger intègre la question de la technique dans l'histoire de l'être, et avec elle, la technicité de la langue philosophique, scellée dès son envoi platonicien en ce qu'il nomme l'ontothéologique. Bref, la critique creuse l'écart lorsqu'elle cherche à prendre de l'avance, à produire du nouveau, en débordant à chaque fois la limite du philosophique et à chaque fois le redélimitant. Kant est la raison pure, Marx est l'idéalisme, Heidegger est l'ontothéologique. La radicalité de la destruction heideggerienne nous intéresse particulièrement puisqu'elle prend en compte la dimension technique de la question de l'idéologie telle que nous l'avons posée. Cependant, la piste que suit Heidegger est au mieux naïve, au pire, et les cahiers noirs parlent en ce sens, irrémédiablement condamnable d'un point de vue politique. L'écart que Heidegger cherche à creuser, l'avenir à partir duquel il se décide de penser, est fondamentalement un revenir, un appel venant de l'origine qu'il entend selon la tonalité nostalgique de la poétique de Heimat, qu'il trouve thématisé chez Hölderlin. Dit en un mot, je cite Heidegger, « La poésie est fondation de la parole et dans la parole. Et cette parole, au fond de chaque Dasein, mais que seul le poète peut dicter, est ce qui sauve le philosophique de la technique, qui historialement idéologique, l'aura réduit à l'impuissance. »
Mais par là, Heidegger évacue la question proprement du philosophique, plus qu'il n'affronte la complexité d'une manière de penser dont la technicité intrinsèque ne condamnerait pas le philosophique à l'idéologie. D'où ma deuxième remarque, et je terminerai ainsi. Elle concerne la philosophie de Derrida qui, reprenant la question de la technique, en critiquant la nostalgie de Heidegger, renvoie la distinction entre pensée, méditation et métaphysique, et entre poésie et technique à une détermination ontothéologique. Derrida déconstruit l'idée d'une pensée hors de la technique, et il s'agit bien, pour la critiquer, d'en repasser par la question du langage. Ce n'est pas, s'il fait cela, ce n'est pas afin de réduire la langue philosophique et ainsi dévoiler une langue pré-technique, mais afin de déconstruire la technicité de la langue pour que s'affirme mélancoliquement en son cœur la possibilité d'un jeu infini relançant à jamais l'avenir d'une philosophie capable de déborder l'idéologique. À ce jeu-là, celui de la déconstruction, la critique joue la technique contre l'idéologique. C'est dans la technicité des textes, leur rhétorique, dans la volonté analytique de clarté qu'a lieu la déconstruction et se révèle l'équivocité de la langue. Au plus près des textes, dans l'enchaînement logique des arguments et l'identification formelle des concepts aux mots, se remarque une équivocité irréductible, d'autant plus visible que traquée et constamment réduite par l'auteur, mais impossiblement annihilée. Donc oui, chez Derrida, le processus de déconstruction inhérent à la technicité des textes lui permet de dire qu'il y a une irréductibilité du sens à l'analytique qui grève la métaphysique, et avec elle tout discours idéologique, et que seule sa technicité rend visible. Derrida la nomme l'incalculable, c'est-à-dire ce qu'aucune technique, méthode ne peut évacuer, ni même anticiper, mais aussi ce qu'aucune langue ne peut expliciter à une autre. L'incalculable est l'intraduisible, l'incommunicable, ce qui excède l'information et résiste toujours à l'analyse. Qu'un logiciel cherche à le traduire, et c'est toute la pelote de la langue qui vient avec, toute une histoire et une culture qu'il faudrait indéfiniment intégrer dans le programme. L'idiome est son nom technique. L'idiome est ce qui fait fonctionner une langue et qui l'identifie au regard d'une autre. L'idiome est la trace d'une tradition qui excède l'idéologie et sans laquelle une langue n'est plus à venir, mais déjà inféodée à une autre. C'est dans la littérature et surtout la poésie que l'idiome exprime le plus librement sa singularité. Mais parce que la langue en général se constitue par cette expression, son usage est toujours déjà contaminé par elle. Par cet appel à la poésie, il y aurait ici chez Derrida comme un retour à Heidegger, et avec lui l'inscription dans une tradition de la pensée que Sylvain Auroux méprise en la qualifiant de mysticisme, mais qu'il suffirait peut-être de nommer transcendantale. Or, on a trop vite fait de renvoyer la pensée transcendantale à l'idéalisme, comme on a trop vite fait de croire que Derrida n'a pas pris en compte la dimension machinique de la langue. Car c'est bien là que commence la complexité d'une philosophie qui aborde la question de la technique comme à son propre bord. Une philosophie qui provoque au sein de la langue le jeu entre l'empirique et le transcendantal, entre le fait technique et l'horizon de la pensée, mais qui refuse au nom du philosophique et de la complexité, à situer la raison de l'historicité dans la pensée, dans les faits. Or, quelle méthode adopter pour un tel jeu? Quel style, quel rythme, quelle vitesse pour échapper au conditionnement technique de la méthode? Quand la technèse prend de vitesse la noèse, l'enjeu philosophique peut-il encore légitimement être une question de style? Dans l'urgence, l'enjeu politique n'implique-t-il pas de conceptualiser au plus vite que l'évolution de faits, plus vite que l'évolution des techniques? La poésie, dans son hubris même, est là pour nous rappeler à la bonne mesure, celle que la critique continuelle de l'idéologie permet d'ajuster afin de maintenir la tension entre le philosophique et le politique, au risque, Hegel guette toujours, d'arriver à la tombée de la nuit. Merci.